Bonjour à tous, bienvenue à ce Jury Minute Acte 7 du jeudi 2 août où 4 points seront abordés. Tout d'abord, aujourd'hui, la publication au journal officiel de l'arrêté qui permet d'intégrer le risque radon à l'état des risques. Ensuite, concernant l'attestation de propriété immobilière, le cas particulier de l'ayant droit marié sous le régime de la communauté universelle. Ensuite, nous verrons l'exonération en matière de plus-value immobilière si le vendeur est non-résident fiscal français. Et enfin, l'avantage fiscal lié à un investissement en forêt. Le radon tout d'abord est l'arrêté du 13 juillet 2018 publié aujourd'hui au journal officiel qui permet de définir le nouveau modèle d'imprimé pour l'établissement de l'état des risques. Alors il semblerait que cette SRIS deviendrait maintenant ERP, donc sa dénomination serait état des risques et pollution. Je parle pourquoi là au conditionnel, puisque nous n'avons toujours quand même pas la main sur le modèle officiel de l'imprimé. Nous avons l'arrêté, qui le définit, donc c'est déjà un bon point de départ, mais l'annexe de l'arrêté qui doit être publiée sur le bulletin officiel du développement durable, elle n'est toujours pas sortie. En tout cas, je pense que c'est vraiment une histoire d'heures, voire de jours. Bien sûr, vous verrez, outre le fait que cet imprimé change de dénomination, il contiendra une nouvelle rubrique qui traite des zones à potentiel radon de niveau 3 et dès qu'il est en ligne, nous l'intégrons directement dans notre version qui sera, dans vos études à la fin du mois d'août. Voilà la version Bible août 2018. Concernant donc les attestations de propriété immobilière consécutives à un décès et l'hypothèse où nous avons un ayant droit qui est marié sous le régime de la communauté universelle. La question a vraiment attrait ici à Téléacte, puisque souvent vous vous interrogez comment faire pour que l'époux soit bien mentionné au fichier immobilier. Au moment du passage à Téléacte, nous avons interrogé le bureau GF3B de Bercy, qui est notre contact côté DGFiP pour tout ce qui est justement interrogation liée à l'efficacité Téléacte. Voici la réponse que nous avons obtenue. Afin que le fichier immobilier intègre la transmission faite au profit des deux époux, conformément donc à leur régime matrimonial, il convient de traiter l'époux comme un ayant droit. Donc effectivement, là je vous confirme, c'est plus technique que juridique, puisque bien entendu que cet époux n'est pas ayant droit à proprement parler. Et concrètement parlant, dans vos manipulations dans le logiciel, il convient de le faire comparaître. Et pour le faire comparaître, il va falloir le rattacher au dossier sous la qualité d'ayant droit. Je vais vous montrer tout de suite après. Donc, cet époux devra bien comparaître dans l'attestation, c'est-à-dire avoir sa comparution contenant nom, prénom, domicile, date et lieu de naissance, profession, nom du conjoint dûment en plus certifié par le notaire. Ce sont les obligations prévues par l'article 5 du décret de 55. Et ceci permettra de faire figurer toutes ces informations également dans les données structurées de la copie authentique dématérialisée et aussi dans le tableau des proportions. Alors, quelques captures écran pour que ce soit plus parlant. Dans le dossier de succession, donc. Tant que vous ne rédigez pas l'attestation de propriété immobilière, effectivement, il n'y a pas lieu de se préoccuper de la comparution de cet époux. Regardez, j'ai pris l'exemple ici suivant, un cas très simple, où nous avons Nicolas ici qui est le défunt, qui laisse pour lui succéder sa fille unique Marthe, laquelle est mariée donc sous le régime de la communauté universelle avec Eugène. Quand vous êtes au stade des autres actes, et notamment ne serait-ce que de la dévolution successorielle et de la notoriété, effectivement, vous n'aurez besoin que de votre défunt et de votre enfant unique héritier. Juste avant de rédiger l'attestation de propriété immobilière, il conviendra de rajouter Eugène vraiment distinctement en qualité d'ayant droit. En conséquence, quand vous
il va être automatiquement récupéré d'une part dans le tableau des proportions. Vous voyez, c'est le choix de trame qui est obligatoire dans la trame de l'attestation de propriété immobilière. Vous voyez, Eugène, en fait, le fait de rattacher cet ayant droit ainsi au comparant vous permet automatiquement d'en profiter, un, dans le tableau des proportions, et bien sûr, en conséquence, dans la copie authentique dématérialisée au niveau des données structurées. Donc ici, vous voyez que au niveau des parties à l'acte, ça nous permet d'avoir Eugène, d'identifier avec son identité et les données de son état civil, de son domicile, tel que je les énonçais tout à l'heure. Et également, dans la rubrique disposition de la copie authentique dématérialisée, au niveau des droits transmis, ça nous permet bien d'avoir Eugène qui ressort également grâce à ce qui aura été mis dans le tableau des proportions. Et ainsi, vous êtes assuré que ce conjoint sera bien titré au fichier immobilier. Je passe à présent au sujet de la plus-value immobilière des non-résidents et plus précisément de l'exonération au titre de la résidence principale. La décision du 26 juin 2018 qui a été rendue par le tribunal administratif de Versailles est intéressante en ce qu'elle nous précise bien que si un contribuable cède sa résidence principale, si le jour de la cession de sa résidence principale, il est non-résident fiscal français, mais qu'il l'occupait avant ce bien à titre de résidence principale, alors il doit pouvoir profiter de l'exonération au titre des dispositions de l'article 150U2, deuxièmement du CGI. Regardez ce que nous avons ajouté en conséquence dans notre trame, puisque c'était un cas que nous n'avions pas prévu. Ici, nous sommes donc dans le bloc plus-value immobilière, au niveau du choix non-résident, sous-choix exonération, et vous avez ici maintenant non-résident français cédant sa résidence principale en France. Voici la clause qui ressort, je vous la lis. Le vendeur, afin de bénéficier de l'exonération des plus-values conformément aux dispositions de l'article 150U deuxièmement, déclare que les présentes portent sur un bien immobilier ayant constitué sa résidence principale jusqu'à son déménagement hors de France, alors même qu'à ce jour, il est devenu non-résident fiscal français, la cession intervenant dans un délai normal à compter du déménagement. Le vendeur atteste que ce bien a constitué sa résidence effective et habituelle, comme indiqué ci-dessus, jusqu'à telle date et qu'il a déménagé à telle date, avec facture à l'appui, le cas échéant. Concernant maintenant l'avantage fiscal lié à l'investissement en forêt et précisément ce qu'on appelle le défi forêt. Ce défi forêt permet une réduction d'impôts, mais à cette réduction sont attachées d'une part une obligation de conservation du bien pendant 8 ans avec l'obligation de tenir un plan de gestion sur 15 ans. Si ces deux obligations ne sont pas respectées, évidemment, la réduction est remise en cause. C'est précisément ce cas qui a attiré notre attention et que nous avons maintenant ajouté dans nos trames. Je prends la trame d'une vente d'immeubles bois et forêts. Vous avez ici un choix de trame avantages fiscaux, un sous-choix existence de dispositifs fiscal à l'investissement en forêt. Voici la clause associée, donc existence d'avantages fiscal défi forêt, où le vendeur a souscrit au dispositif appelé défi acquisition, prévu par les dispositions de l'article 199 des CSH du CGI, et par suite donc souscrit un plan de gestion durable. Et ce dispositif implique l'obligation de conserver les biens acquis pendant 15 ans et à leur appliquer un plan de gestion pendant ce même délai, comme je vous disais. Et à partir du moment où le délai n'est pas rempli, le vendeur se voit dans l'obligation de sa réduction d'impôt est remise en cause. L'administration fiscale a d'ailleurs été interrogée et indiqué dans un courrier que le montant du redressement encouru est de tel montant. Par suite, le vendeur autorise dès à présent le notaire à prélever cette somme sur le prix afin d'acquitter les droits et pénalités dus.
Voilà, je vous remercie pour votre attention. C'était un jury minute estival sur un format un peu plus léger que d'habitude. Je vous propose de nous retrouver à la rentrée, le jeudi 6 septembre et je pense que les prochains jury minutes seront très denses puisque nous allons avoir pour le deuxième semestre un dispositif législatif assez lourd, une loi Élan qui sera certainement promulguée. On a une loi Pacte également dans les tuyaux, un règlement européen qui va modifier les règles en matière de droit international privé sur les régimes matrimoniaux. Enfin voilà, plein de sujets passionnants qui nous attendent. Une bonne fin d'été à tous et à très bientôt. Au revoir.